autre chose à ce niveau-là. Vous comparez beaucoup les générations, mais est-ce que chaque génération ne va pas trouver finalement les moyens, je veux dire, de s'en sortir, de trouver déjà ses propres combats et à partir de là, créer les possibilités de, entre guillemets, de gagner ces combats-là? Oui, bien sûr. Mais vous voyez, par exemple, j'appartiens à une génération qui a eu une éducation très stricte, très classique, dans les lycées ou dans les établissements religieux. Et donc, on est arrivé dans les années 60-70 armés intellectuellement. Et pour nos enfants, on a décidé qu'au fond, le libéralisme absolu, c'était très bien, qu'ils n'avaient pas à se casser la tête pour réussir vos examens. Et à juste titre, ils en ont voulu. Ils ont dit, vous avez faussé le jeu, vous avez faussé les cartes, et c'était injuste, d'où la rancœur très forte que l'on sent aujourd'hui chez des gens de 20-25 ans contre ce qu'ils appellent les boomers, et ça n'est pas totalement injuste de leur part. Bon, il ne faut pas non plus nous mettre tout ce qui va mal sur le dos, parce qu'on a quand même fait des choses, mais une éducation trop libérale n'est pas une éducation. Parce qu'une éducation qui n'encadre pas l'enfant, qui ne lui pose pas des interdits, et qui ne lui dit pas, si tu ne travailles pas de façon acharnée, tu ne t'élèveras jamais, tu resteras en quelque sorte prisonnier de ta subjectivité qui est pauvre, parce que le monde de l'enfance, contrairement à ce qu'on dit, c'est un monde qui n'a pas encore connu la richesse de l'univers et des autres. C'est en quelque sorte les laisser prisonniers de ce statut, comme les moniales dont parlait tout à l'heure Médine Arditi. Moi, je suis frappé chaque fois que je vois j'ai pas mal fréquenté des monastères et des couvents, mais c'est vrai que souvent, c'est un état d'esprit un peu de soumission, d'infantilisme, parce qu'on remet sa volonté au père abbé, et le monde extérieur fait peur, puisque précisément, on est dans les quatre murs de l'abbaye, ou du couvent, ou du monastère, pour se préserver des tentations du monde. Mais les tentations du monde, c'est excellent. Et donc, il faut donner aux enfants les moyens d'affronter le monde futur. C'est moi, il y a une réflexion qui m'a beaucoup frappé un jour en classe. Un garçon qui me dit, pourquoi je dirais un auteur qui était déjà mort quand je suis né? Oui, effectivement, ça paraît absurde, mais si vous n'avez pas un lien avec les grands morts, parce que c'est ça la tradition, c'est le lien avec les grands morts, eh bien votre vie n'a pas beaucoup d'avenir. Il y a toujours, justement, des comparaisons, vous faites des comparaisons générationnelles, mais vous faites des comparaisons aussi géographiques, par exemple, sur les rapports hommes-femmes ou sur l'ultraféminisme d'aujourd'hui. Vous avez, on peut dire, la danse est dure par moment. Et quand pour vous, un certain courant de l'ultraféminisme penserait, vous dites, par le seul biais du crime contre l'humanité. Or, je vous cite, il y a des régions du monde où une vraie guerre contre les femmes bat son plein. C'est comme si vous dénuez aux femmes, on va dire du monde occidental, le droit, d'une certaine façon, de pouvoir revendiquer encore plus que ces raisons. Alors non, d'abord, le féminisme est multiple. Hein. Il y a 10 femmes, 10 féminismes différents, donc il faut bien voir qu'à l'intérieur du féminisme, il y a au moins deux grands courants. Il y a le féminisme universaliste, qui pense que le combat de toutes les femmes dans le monde entier a la même valeur et que donc c'est le devoir des femmes qui sont le mieux émancipées d'aider celles qui ne le sont pas. Et puis il y a le féminisme différentialiste qui pense que c'est la même condition partout, que le patriarcat impose sa loi impitoyable à une grande bourgeoise de Paris, à une princesse, comme à une femme afghane, une femme iranienne. Alors je pense qu'il faudrait garder le sens des nuances et que parler de crimes contre l'humanité à propos de la condition des femmes dans le monde occidental, qui est quand même celui qui a le mieux développé les droits des femmes, c'est se payer de mots. Et c'est vraiment se payer de mots. Et alors le summum de cette inversion, ce renversement des valeurs, alors je ne veux pas paraître polémique, mais j'ai écouté récemment Judith Butler, la grande philosophe américaine, qui est venue à Paris, expliquant que les actes du Hamas, certes répréhensibles, à l'égard des Israéliennes le 7 octobre, étaient aussi des actes de résistance. C'est-à-dire, au fond, c'est comme si une ultra-féministe nous disait que le viol, dans certaines circonstances, est légitime. Et là, si vous voulez, c'est insupportable, intolérable, inaudible. C'est là où nous mène le relativisme différentialiste qui, par peur d'être qualifié de raciste, distingue entre les méchants, en général c'est le mal blanc depuis 50 ans, et puis les bons, les opprimés en résistance contre le colonialisme occidental. Alors là, il faut quand même nuancer terriblement. Vous savez, il y a un jeune Syrien qui vient de recevoir la nationalité française et qui a écrit un livre
où il dit sur le wokisme, il dit le wokisme occidental, c'est vraiment une idéologie d'enfant gâté. Il dit mais venez en Syrie, venez en Irak, venez en Iran. Moi je viens d'un monde vraiment patriarcal, le monde arabo-musulman, où les femmes ont très peu de droits, sinon celle de suivre leur mari et de faire des enfants. Et rendez-vous compte quand même des privilèges qui sont les vôtres. Donc essayez au moins d'avoir un langage hiérarchisé et de ne pas tout mélanger dans une même réprobation. Et je pense que ça, donc moi je ne suis pas du tout anti-féministe, au contraire, le féminisme a beaucoup apporté en tant qu'homme. Il m'a déjà libéré de la tutelle d'une virilité impitoyable dont je souffrais beaucoup enfant, étant totalement chétif et incapable de me battre contre des grands gaillards qui me cassaient la figure régulièrement. Donc pour moi, ça a été une émancipation aussi. Mais je constate que dans ce courant-là, au nom de la sacralité de la victime, on n'hésite pas à emprunter une rhétorique enflammée et délirante. Donc, Métine, qui voulait ajouter quelque chose? Oui, avec les listes si l'on pousse un cran, d'abord je suis évidemment entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire concernant le fléau que représente le victimisme dans notre société. C'est un fléau dont les effets sont très profonds et hélas probablement très durables. Mais si on pousse le raisonnement un cran plus loin, à partir du moment où il y a une victime, ça veut dire qu'il y a un bourreau. Et donc là, il y a une inversion perverse de la situation. C'est-à-dire que la personne qui se considère victime, ipso facto, peut se retourner contre un bourreau, que ce bourreau soit réel ou virtuel. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle commettre un péché, parce que c'est vraiment très injuste. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, il y a des décisions absolument hallucinantes de faire la grève et d'arrêter le fonctionnement d'un pays, lorsqu'on se trouve quand même dans des situations très favorables. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait la grève SNCF et en même temps la grève d'Air France, dont les pilotes touchaient parmi les meilleurs salaires en Europe. Et donc là, tout à coup, il y a une victime. Et qui c'est la victime? C'est à la fois l'entreprise et puis l'ensemble des Français, puisqu'ils sont punis. Voilà. Et pour en revenir à l'idée, il y a des gens qui partagent, il y en a d'autres qui ne partagent pas forcément. Oui. Mais bon, je dirais que, pour citer à nouveau Pascal Bruckner, qui dit, là aussi, juste pour vous titiller un petit peu, la polémique, vous dit la grande réussite du #MeToo, outre la condamnation de violeurs célèbres, est d'avoir réécrit la grammaire amoureuse sous l'angle du délit. Dès lors que la femme est la victime et l'homme l'offenseur par excellence, tous les gestes de la séduction peuvent être tenus en défiance. Une proposition leste, un regard insistant, son croc de nation ou une attaque. Et moi, la question que je pose, est-ce que la société, justement, surtout dans un pays comme la France, est-ce que la société ne bouge pas que par ses excès? En France, on dit souvent qu'il est plus facile de faire des révolutions que des réformes. Est-ce qu'il ne faut pas ces excès-là pour faire en sorte que les choses bougent, quoi? Oui, peut-être. Est-ce que les choses bougent vraiment? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec MeToo, les jeunes garçons se tiennent à carreau. D'ailleurs, quand on a... Non, mais est-ce qu'ils ne vont pas fini ces jeunes garçons par trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux modes de séduction? Oui, alors, oui et non. Alors, vous avez raison, donc effectivement, on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas, quand on est un homme de 40 ans, coucher avec une fille de 14 ans. Donc ça, c'était déjà le cas à mon époque, mais enfin au moins maintenant, je crois que c'est bien inscrit dans le cerveau des gens, et ça a été, je crois, la principale réussite du témoignage de Judith Godrèche, que d'avoir expliqué ça. Mais le risque, effectivement, c'est d'assimiler la relation amoureuse à quelque chose qui est très anglo-saxon, c'est-à-dire un contrat. Et un contrat, par exemple, la notion d'emprise est dénoncée aujourd'hui par tous les féministes. Il exerce une emprise sur elle,
Mais qu'est-ce que c'est que l'amour, sinon l'emprise que l'on cède volontairement à l'autre, parce qu'on est amoureux de lui, parce qu'on ne peut pas se passer de lui, et cette emprise, elle est vraie pour l'homme comme pour la femme. Tomber amoureux, de ma génération, voilà. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec vous. Non, mais ceux qui ne sont pas d'accord n'ont rien dit. Voilà. Non, mais je veux dire par là que aimer un être, c'est lui donner les pleins pouvoirs sur moi. D'une façon ou d'une autre, c'est ça. Sinon, on n'aime pas. C'est pas un contrat, je signe, on couche le soir ensemble, et demain, éventuellement, je pourrais barrer ma signature. Mais ça ne veut pas dire que donner les pleins pouvoirs, c'est donner le pouvoir de me sadiser ou de me torturer. Et donc, l'emprise, qui d'ailleurs n'est pas admise juridiquement, hein, la juridiction française n'a pas du tout intégré cette notion parce qu'elle est beaucoup trop subjective. Mais les mécanismes amoureux ne répondent pas en général à la notion d'égalité juridique. Effectivement, pour une personne qu'on aime, on est prêt à sacrifier beaucoup, on est prêt à traverser le monde entier, on est prêt même à s'abaisser, à s'humilier. On a tous connu ça dans notre vie, hommes ou femmes. Je connais des hommes qui ne se sont jamais remis d'une rupture amoureuse, des amis très proches de moi et qui ont été marqués à vie. Il y a des hommes qui se suicident, des femmes aussi, bien sûr. Et donc, ce que je crains avec MeToo, c'est qu'au nom d'un juridisme tatillon, on formalise les relations amoureuses, et notamment la relation sexuelle, puisque vous savez que sur les campus aux États-Unis, il y a maintenant une application, c'est Yes to Sex, oui au sexe, avec quand un garçon et une fille se plaisent, ils envoient cette application à une instance judiciaire propre à l'université pour bien marquer qu'il n'y a pas de litige, pas de contestation, mais qu'effectivement cet accord n'est valable qu'une fois. Et que donc pour recommencer, C'est renouvelable. Plus il y a affinité. Oui, plus il y a affinité. Vous voyez il me semble qu'une relation amoureuse, ou même une relation simplement érotique, s'engage dans l'indécision, dans la maladresse. Quand on ne connaît pas les gens, ben oui, on est maladroit, on n'est pas forcément extraordinaire. Se mettre nu devant quelqu'un, c'est un acte de faiblesse, de grande vulnérabilité. On ne se sent pas forcément à sa plus grande forme. Et tout cela, je pense que MeToo ne tient pas compte de ces... Le temps passe vite, Pascal. Oui, pardon, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Je suis inéluctable sur ces sujets. Je vais vous demander de lire un extrait pour qu'on entende un petit peu le ton du livre, donc sur l'apitoiement sur soi. Donc, attendez, donnez-moi. Au lieu de rivaliser dans l'excellence de talent, hommes et femmes dans nos sociétés se surpassent trop souvent dans l'étalage de leur disgrâce, mettent un point d'honneur à se dire l'objet d'effroyables tourments. Aux États-Unis, par exemple, il est un genre très répandu pour rentrer à l'université, la dissertation du trauma. Chaque étudiant doit écrire un essai assez original pour retenir l'attention d'examinateurs débordés et raconter les épreuves surmontées au cours de son cursus, surtout s'il appartient à une minorité. En apparence, un exercice d'apprentissage de la maturité qui met en valeur les aptitudes et les talents et transforme la vie de chacun en un roman dont il est le héros. On y construit un narcissisme positif, composé d'aisance et de confiance en soi. De nombreux candidats avouent pourtant se creuser la mémoire pour déterrer un choc qui les aurait brisés ou monter en épingle un incident. Ils n'aiment pas plus être réduits à leur race, entre guillemets, c'est-à-dire exposer ce qu'il y a en eux de plus impersonnel, le caractère ethnique ou leur couleur de peau, au lieu de mettre en valeur leur singularité à nul autre pareil. Il leur faut donc amplifier leur contrariété pour être pris au sérieux, un peu comme dans la confession catholique où l'on s'invente des péchés pour contenter le confesseur. Avec cette conséquence, au lieu d'encourager les postulants, on en fait des êtres marqués par leur tribulation et non pas libres, tendus vers un but. Le bon ego devient un ego souffrant, jamais un ego conquérant. Comment puiser en soi des forces nouvelles, sinon en permanence contraint de cultiver ses vulnérabilités? Le passé nous rive à nos déterminismes, il n'est pas un tremplin ou une étape vers un avenir à construire. La douleur devient la scène obligatoire où chacun entre en joute avec les autres dans l'exposition de ses chagrins. Et vous ajoutez la dernière phrase qui est sur Oui, la souffrance fait vendre plus que le sexe.
Le sexe, Une toute dernière question, hein, on a vraiment quelques secondes. Est-ce que vous diriez que l'homme, la femme occidentale d'aujourd'hui souffre de narcissisme victimaire? oui, ben, c'est-à-dire que l'aventure occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un hédonisme proclamé qui va de pair avec un dolorisme vécu. C'est-à-dire, au fond, cette quête de plaisir continu, du bonheur, quasi obligatoire, débouche finalement sur une allergie, une hyperallergie aux petits malheurs de la vie. Nous ne supportons pas les contrariétés, nous élevons nos tracas au rang de tragédie. Alors je sais qu'on a tous tendance à faire ça, mais les autres sont là pour nous corriger. Mais quand cette tendance est collective, on se dit, bon, j'ai raison de gémir, j'ai raison de geindre, puisque tout le monde se plaint autour de moi, eh bien je ne vais pas me priver, je vais foncer et je vais à mon tour faire valoir ma douleur. Et l'inconvénient de ce genre d'attitude, outre que c'est un peu pénible quand les gens se lamenter toute la journée, c'est que cela nous fragilise dans notre aptitude à supporter l'adversité. Parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vie? Une vie, c'est une suite d'adversités, de malheurs, de maladies, de contrariétés que nous essayons de surmonter au fil des ans. Mais si nous partons déjà dans l'attitude du vaincu, de celui qui se dit « je suis la victime et je ne peux rien faire contre le mal qui m'afflige », eh bien, je crois que malheureusement, nous n'allons pas construire des générations capables d'endurer, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde extrêmement violent, brutal, et qui requiert quand même des âmes bien trempées. Eh bien, merci Pascal Michel.